Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce créateur de contenu et de ce qu'il affirme. Physique, chimie, biologie, astronomie, psychologie, tu peux tout revérifier du moment que tu as les instruments et le cerveau qui va avec, sauf l'histoire. Alors, comme ça, on peut tout revérifier autant de fois qu'on veut en science, mais pas en histoire? Sérieusement? Minute 1, on remet en cause la scientificité de l'histoire et de ses méthodes. Tranquille, dans le jardin, et dans le plus grand des calmes. Oui, bah, nous aussi, on est dans le jardin, Ça va? Vous la vivez bien, cette énième canicule en quelques semaines? Vous entendez? Je suis à Paris là. Il y a des cigales. Du coup, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce qu'il faut des arguments solides pour tenter ce genre de move, non? Vous pensez pas? Et si on prenait le temps d'en discuter? Avant toute chose, je tiens à rappeler les règles d'engagement sur cette chaîne et ailleurs sur nos réseaux. Si on fait cette vidéo, ce n'est pas pour que qui que ce soit aille l'embêter. C'est important pour nous que ça n'arrive pas. Et jusque-là, vous avez été exemplaire de ce point de vue. Donc, on aimerait que ça continue. Comme d'habitude, il sera donc anonymisé, et on vous demande de respecter cela. Même si vous l'identifiez, faites attention dans les commentaires s'il vous plaît. On l'a choisi lui. Mais son positionnement est assez classique et représentatif des idées reçues qu'on trouve bien souvent sur les réseaux. Il n'est donc qu'un exemple, on aurait pu en prendre d'autres. Ainsi, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas visé personnellement. Cela dit, en général, c'est le genre de platitude infondée qu'on adresse plutôt à la sociologie qu'à l'histoire. Mais on va prendre le temps de répondre quand même. De plus, si on fait en sorte qu'il puisse être anonymisé, c'est aussi pour ne pas lui donner plus de gaz, surtout s'il continue dans cette voie. Parce qu'on ne va pas se mentir. Il est bien plus connu que nous, il n'a donc pas besoin de ça. Toutefois, anonyme ou pas, les commentaires ne sont pas un champ de bataille. Vous pouvez donc dire ce que vous avez à dire, mais sans vous en prendre aux personnes. Et c'est vrai en toutes circonstances, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Parce que vous allez voir qu'on considère que tout n'est pas à jeter dans ce qu'il dit. Parfois même, on peut donner des bons points. C'est bien de douter, c'est même sain de se poser des questions. Pour des gens qui ne sont pas familiarisés avec l'histoire, certaines questions qu'ils soulèvent peuvent même être légitimes. Mais c'est enrobé D'autres choses que de simples questions. Voilà, c'est exactement ça. Sauf qu'en vrai, il ne manquait pas grand-chose pour bien faire. S'il avait produit la même vidéo avec un peu de travail et quelques lectures en épistémologie, voire avec un peu de prise de recul, la réponse à apporter aurait été bien différente. Du coup, on attaque. Ce qui est cool dans les sciences, c'est qu'on peut confirmer autant de fois qu'on veut les résultats d'une expérience en la reproduisant. Les maths, par exemple, c'est carré. 100 divisé par 0,2. Tu sais combien ça fait? Mets sur pause, le temps de chercher. 100 divisé par 0,2, ça fait 500. Ça a toujours fait 500 et tu peux vérifier quand tu veux avec ta calculette. Physique, chimie, biologie, astronomie, psychologie, tu peux tout revérifier du moment que tu as les instruments et le cerveau qui va avec. Sauf l'histoire. Ce qui est marrant avec cette déclaration, c'est qu'elle est à la fois fausse et juste. Mais pour répondre, je vous propose qu'on commence par quelque chose qui paraît bateau, à savoir définir ce qu'est une science. T'es sérieux là? Ça semble assez évident, non? C'est si évident que ça, t'es sûr? Bah oui, la science c'est quelque chose de rigoureux qui... Alors déjà, pour commencer, on ne dit plus la science. Ce sont des disciplines qui ont pour objectif de comprendre les phénomènes physiques, naturels ou humains par le biais de méthodes éprouvées mais évolutives. Donc, tu comptes nous la jouer en mode prof chiant tout du long, c'est ça? Non, mais c'est important qu'on se mette d'accord sur le sujet, puisque lui ne le fait pas. En fait, dans sa vidéo, il se focalise immédiatement sur l'idée de reproductibilité en science. D'ailleurs, c'est hyper important, puisque c'est la capacité de reproduire le résultat d'une expérience par une autre équipe. Et c'est bien quelque chose d'essentiel. En reproduisant un protocole, une méthodologie, on est censé obtenir des résultats identiques. Et ça, c'est cool, dans l'absolu. Sauf que ça fait quelques décennies désormais qu'on constate une crise de la reproductibilité. Et il devient difficile de nos jours de considérer que ce seul facteur est déterminant en science. Certains poussent un peu, mais c'est dire l'ampleur du problème. Écoutez bien. En 2016, une enquête de Nature menée sur 1576 chercheurs fait ressortir que 70% d'entre eux échouent à reproduire des expériences. Même si ça reste discuté, de nombreux scientifiques partagent le diagnostic d'une véritable crise.
Et on parle là de médecine, de biologie, de pharmacologie, de sciences informatiques, de sciences sociales. Et c'est connu ça, ce n'est en rien une surprise. Les chercheurs se questionnent à ce sujet, adaptent les méthodes, cherchent des raisons. Ce serait notamment lié à la course actuelle à la publication, qui n'incite pas nécessairement à produire de la science de qualité. Mais on peut penser aussi à l'effet tiroir en recherche, puisque les travaux qui ne donnent pas de résultats ne sont par voie de fait jamais publiés, jusqu'à ce qu'il y ait une étude qui semble enfin donner quelque chose, même si elle va à l'encontre de toutes les autres études, parce que statistiquement, ça arrive forcément. Et paf, c'est bien celle-là qui sera publiée, alors que toutes les autres restent dans les tiroirs. Toutefois, je crois qu'il ne faut pas être plus alarmiste que ça. La science progresse, la méthode historique aussi, elle est par nature en constante évolution. Tu peux tout revérifier du moment que tu as les instruments et le cerveau qui va avec. Sauf l'histoire. Lorsqu'il déclare ça, il reste trop collé serré avec une vision étriquée et datée de la science. Et il en oublie la réplicabilité. C'est l'idée de pouvoir retrouver des résultats similaires à partir d'un autre jeu de données, mais collectés de manière identique. Et ça, c'est possible en histoire. Lorsqu'on produit un travail historique, on amasse des données. Et on propose ensuite une analyse afin de répondre à une problématique. Or, la manière utilisée pour collecter des données en sciences historiques est systématiquement exposée clairement. Ce qui fait que, pour ma thèse, quand je me suis amusé à travailler sur le fonctionnement de l'hôtel de ville de Rouen, eh bien, j'ai commencé par regarder la manière utilisée par Guy Sopin pour la collecte de ces données concernant la ville de Nantes. Rouen et Nantes, c'est clairement différent, on est d'accord. Mais si on collecte des données avec la même méthode, il devient alors possible de comparer. Et là, c'est génial, puisqu'on arrive à des conclusions quasi identiques, pour des villes à plus de 350 km l'une de l'autre, qui sont de tailles différentes, et dont les corps municipaux sont nécessairement composés par des humains qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Magnifique, non ? Et des exemples comme ça, il y en a dans tous les travaux historiques, comme dans toutes les autres sciences. Cela dit, cette déclaration scandée dès le début par notre créateur de contenu vise à sous-entendre le manque de scientificité de l'histoire. Sauf l'histoire. Comme si elle constitue une exception quelconque. On insiste, mais fallait l'oser celle-là. Avec ce présupposé énoncé seconde une, il trace une frontière nette entre histoire et science. Pour ce faire, il prend des exemples dans ce qu'il considère être des sciences. Typiquement, pour lui, les maths c'est carré parce qu'on peut vérifier avec sa calculette. Les maths, par exemple, c'est carré. 100 divisé par 0,2. Tu sais combien ça fait ? Mets sur pause, le temps de chercher. 100 divisé par 0,2, ça fait 500. Ça a toujours fait 500 et tu peux vérifier quand tu veux avec ta calculette. Sauf que même un calcul élémentaire comme 2 et 2 font 4 peut être discuté. Le résultat dépend des définitions et des postulats adoptés. Il s'agit donc également d'une construction. Et ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Par exemple, en base 4, 2 plus 2 ne fait pas 4. Parce que, pourquoi pas ? Puisque c'est une question de définition qu'on vous dit, même en maths. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Facile, c'est 10 000 Ça aide pas beaucoup. C'est 10 000 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. 100 mètres sur 100 mètres. Et ça fait 10 000 mètres, 100 mètres sur 100 mètres. Très bien. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que sa démarche de frontière entre ce qui est scientifique ou n'est pas scientifique est extrêmement simpliste et réductrice. Elle repose sur ses a priori. C'est le cas en maths, mais en psychologie aussi on peut débattre. Pour ce faire, on a voulu échanger avec Séverine Falkovitch, qui est maître de conférences en psychologie sociale expérimentale à Aix et psychologue social. Auquel s'ajoute le docteur en biologie moléculaire Alexander Samuel pour parler sciences dures avec nous. Et on tient à les remercier, l'entretien a été trop cool. Et comme à l'accoutumée, il sera disponible en entier sur la chaîne durant le mois d'août. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour se rendre compte que la méthode historique et celle de recherche en psychose se ressemblent beaucoup, par bien des aspects. Ben oui, tu m'étonnes, parce que ce sont deux sciences, et les sciences partagent une méthode. Donc forcément, pas de surprise. Alors en psychologie, notamment pour moi, je travaille dans le champ de la psychologie sociale, mais de manière plus générale en psychologie, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a par exemple des méthodes qualitatives et elles sont très utiles quand on ne connaît rien sur un sujet donné. On va par exemple au contact des gens, on leur demande de s'exprimer sur une question en étant à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent nous dire. Et sur la base du matériel que l'on recueille, on peut essayer de procéder à des analyses à la fois sur le fond, quant à leurs idées, puis aussi peut-être parfois on peut avoir des idées de mode de fonctionnement. Et puis ensuite, on essaye de
Alors, on ne va pas interviewer qu'une personne, on va en interviewer par exemple une vingtaine pour faire le tour de la question. Et puis, derrière, on commence à dégager des idées. Et ces idées-là, pour savoir si elles sont beaucoup plus largement partagées, on peut par exemple les injecter dans un questionnaire et distribuer ce questionnaire de façon bien plus large pour voir si, oui ou non, les idées qui ont été extraites d'entretiens préliminaires sont partagées par un grand nombre de personnes. Et puis, en injectant cette fois aussi des variables du type l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles, etc. Donc ça, par exemple, c'est la méthode la méthode d'enquête. Mais ça n'est qu'une méthode. Il y a aussi d'autres méthodes qui relèvent davantage de méthodes qu'on retrouve dans les sciences dures, comme la méthode expérimentale. On a des variables indépendantes, hein, c'est-à-dire celles dont on veut observer les effets qu'on va étudier en observant donc leurs effets sur des variables dépendantes. Les variables dépendantes, c'est ce qu'on va observer, c'est ce qu'on va mesurer. Si je devais donner un exemple, on peut se demander si le fait d'introduire un acte préparatoire avant d'émettre une requête coûteuse, ça augmente la probabilité d'obtenir un acquiescement à cette requête coûteuse. Donc, c'est la technique du pied dans la porte. Donc, quand on expérimente, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut aller demander directement aux gens ce qu'on a à leur demander. Ça, c'est la condition contrôle. Et dans la condition expérimentale, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait précéder la requête par un acte préparatoire. On va leur demander, par exemple, tout simplement de nous donner l'heure. Et on voit si, dans ce contexte précis, ça augmente la probabilité que les gens acceptent la requête finale. Et ça l'augmente. Ça, c'est juste une petite recherche, hein, donc pied dans la porte. Friedman et Fraser en 1966 qui ont montré l'existence de cette technique de manipulation. Alors, c'était d'une autre façon. Là, il y avait une autre façon de procéder, mais l'idée est la même. Et donc, bien de nos jours, en fait, on essaye au maximum de mettre de côté tout ce qui relèverait de la subjectivité pour essayer de formaliser le plus possible les situations qu'on étudie, de manière à pouvoir avoir des résultats qui relèvent qui sont plus proches de notre réalité psychologique. Mais c'est parfois c'est très bien parce que justement ce qui relève de la subjectivité, c'est une espèce de brouillard qui va faire que quand il y a plein de choses qui sont mélangées, on n'est pas forcément capable d'établir des rapports de causalité. Après, des fois, quand on entre beaucoup trop dans le détail et qu'on essaye d'enlever tout ce qui relève de l'humain, il peut y avoir d'autres risques qui font que finalement, le risque, c'est qu'on s'éloigne de ce que l'on est en train de tester parce que finalement, on est peut-être plus capable en substance d'appréhender les variables que l'on étudie. Et là, tout de suite, c'est éclatant. Quand on connaît la recherche en histoire, on a les mêmes enjeux de méthode entre qualitatif et quantitatif. Et il n'y a pas besoin de pousser beaucoup pour trouver la même chose en biologie. Parce qu'en sciences, quelles que soient les sciences, on partage la même culture scientifique, quand bien même nos sujets d'études sont bien différents. Tu as différents types de biologie, hein, biologie animale, végétale. Tu as des gens qui vont travailler beaucoup plus sur du descriptif et qui vont analyser des lames, des structures. Ils vont faire des coupes et analyser des lames, par exemple. Donc, on est dans des choses, on va comprendre des structures. Et donc, moi, je suis biologiste moléculaire. Donc, on n'a pas toujours les mêmes outils déjà de travail. On va travailler avec des outils très différents. Il y a aussi tout ce qui est génétique. On va utiliser beaucoup d'informatique, alignement de séquences, etc. Donc, on a des tas d'outils qui vont définir déjà ce qu'on est capable de faire. Les questions scientifiques, elles peuvent être très larges. Il y a par exemple, moi, ma thèse a été sur la biologie du développement. Donc, j'ai fait de la biologie moléculaire, mais l'objet de ma recherche, c'était pas d'étudier la biologie moléculaire. C'était d'étudier le développement. Donc, comment on passe chez la souris, parce que c'est un modèle qu'on va utiliser, de l'embryon à l'adulte, et on va étudier le rôle de différents gènes au cours de ce développement. Donc là, ce qui est fait classiquement, c'est qu'on regarde, c'est très bête, on va dire, c'est très simpliste. On va tout simplement enlever un gène et regarder comment ça se développe. Parfois, on va enlever un gène et puis il n'y a pas de bras. Donc on va dire, ah bah tiens, c'est le gène qui fait les bras.
Voilà. Donc c'est très simpliste et réductionniste ce que je dis, mais parfois on trouve en fait dans des ensembles de gènes qui interagissent. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que les premières choses qui ont été découvertes en biologie du développement. Mais il y a des gènes qu'on appelle les gènes maîtres, qu'on a vraiment besoin pour développer tel ou tel organe. Et puis on se rend compte qu'il y a d'autres gènes qui interviennent au cours du développement et que c'est beaucoup plus fin. Donc ça, c'est la technique du KO, du knock-out. KO, ça veut dire invalider un gène. Donc ça, c'est un type de méthode. Je ne vais pas rentrer dans toutes les méthodes qui existent, mais en biomol, c'est très courant qu'on fasse ça. On a d'autres outils qui sont de faire des animaux transgéniques. On va leur rajouter des gènes. On va regarder ce qui se passe quand on rajoute un gène. Voilà. Donc c'est des choses qui sont parfois on a selon le modèle qu'on utilise aussi, c'est très intéressant parce que on a des modèles animaux qui permettent de faire des choses différentes. Il y a des modèles animaux qui ont il y a quand même une gestation assez longue et donc tu peux pas faire 50 générations. Donc tu pourras pas voir vraiment l'évolution ou des choses comme ça. Alors que tu prends des bactéries, bah, ça se reproduit en 24 heures. Là, tu peux faire des choses qui traitent plus à l'évolution. Alors, tu n'auras pas des nouvelles espèces qui vont se former, mais tu peux voir de la dérive génétique ou des choses comme ça. Donc, tu as plein de méthodes qui permettent de poser de nombreuses questions scientifiques. De manière générale, les questions de fond, c'est de comprendre comment fonctionne le corps humain. Hein, et on est souvent très orienté sur l'homme. Mais on va utiliser différents modèles. Donc, de la mouche, la drosophile, qui est très, très utilisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a commencé à développer des outils génétiques dedans. On a des lignées de drosophiles que les scientifiques s'envoient par la poste, hein, ils se les échangent. Ils disent, tiens, j'ai une drosophile et il manque ce gène, moi j'ai telle drosophile. Et on a même maintenant des outils où, en gros, on va croiser deux lignées de drosophiles. Il y en a une qui va permettre d'invalider le gène, et l'autre où les gènes ont été marqués. On a une base de données de tous les gènes de la drosophile, en fait. Il y a 16 000 lignées de mouches, et chaque lignée possède un gène qui est marqué. Et ce gène-là, en fait, dès qu'on la croise avec l'autre, bah, le gène, il saute. Donc, du coup, on peut tout simplement tester les 16 000 gènes de la drosophile, un par un, et regarder ce qui se passe. Alors, je dirais qu'effectivement, on a peut-être au sein de disciplines différentes des méthodes qui peuvent être communes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, je pense que quand on est scientifique dans un champ, on a quand même des facilités à aller explorer un autre champ scientifique que le sien. Ça ne veut pas dire qu'on connaît toutes les méthodes, tous les usages, toutes les théories. Enfin, non, on va aussi avoir du chemin à faire. Mais par contre, on n'est pas en terrain complètement inconnu. Il y a vraiment des choses qui sont similaires. Il y a un aspect méthode qui est vachement important et qui est mis en avant. On n'a pas toujours les mêmes méthodes et pas les mêmes outils. Voilà. Donc évidemment, en histoire, on peut faire des choses tout à fait quantitatives, que font les biologistes aussi, et utiliser les mêmes outils statistiques à la fin. Je peux donner un exemple. Il y a des historiens que je me suis intéressé à l'histoire de la police, bizarrement, par rapport au gaz lacrymogène, etc. Et puis, il y a des historiens qui vont regarder l'occurrence de certains mots dans les rapports de la préfecture. Ou qui vont regarder l'occurrence de certaines thématiques, etc., etc. Et là, ils vont utiliser des outils statistiques également pour identifier s'il y a une surreprésentation, qui sont des outils statistiques qui sont identiques à ceux qu'on utilise pour vérifier s'il y a une surreprésentation d'un gène ou de l'expression d'un gène dans un organisme. Donc en fait, on a parfois même des chevauchements d'outils. Donc, vous voyez, rien qu'avec ce présupposé de la vidéo, il y a énormément de choses à dire. Et ça ne fait que commencer, parce qu'ensuite il entre dans le dur pour parler histoire. Ainsi, il affirme qu'on ne peut rien vérifier en histoire, parce que on n'a pas de machine à remonter le temps. Sauf l'histoire, parce qu'on n'a pas de machine à remonter dans le temps pour vérifier les trucs. Et là-dessus, il a raison, non ? Ça paraît sensé au moins comme réflexion. Il a raison sur un point, on n'a pas de machine à remonter le temps. C'est un fait incontestable, et c'est enfoncer une porte ouverte que de l'affirmer. Or, ça ne veut pas dire que sa remarque est juste, puisqu'elle implique quelque chose qui n'est pas possible a priori. D'ailleurs, tant qu'on y est, pourquoi faudrait-il vivre les événements pour être sûr de ce qui s'est passé ? Et même si cette machine existait, qu'est-ce qui vous fait croire que vous en sauriez davantage sur les événements vécus par cet intermédiaire ? Un peu quand même. Enfin, c'est évident. Si demain tu devais revivre la Saint-Barthélemy, tu ne serais qu'un témoin parmi d'autres. Soumis aux échanges qu'il peut avoir, aux rumeurs qu'il entend, à ce qu'il voit uniquement sous un angle évidemment, le tout en essayant de sauver ta peau pour éviter de finir égorgé dans la Seine. Ah ouais, c'est pas forcément le tableau idéal pour reconstituer des événements en fait. Ça a tout de la fausse bonne idée quand on y réfléchit 2 minutes.
Sauf que l'historien, lui, rassemble les sources et recoupe les témoignages, justement, tout en cherchant à comprendre le positionnement de chacun, ce qui constitue déjà un niveau de critique. Évidemment, dans cet exemple, la présentation des faits par un protestant ou par un catholique sera radicalement différente. Elle le sera aussi entre deux catholiques, en fonction, par exemple, de leur proximité avec la cour royale. Toutefois, l'historien ne se contente pas des témoignages. Ce n'est pas juste un journaliste du passé, comme en témoigne très bien l'ouvrage de Jérémie Foa sur les visages de la Saint-Barthélemy. Imaginez, vous êtes un protestant ou un catholique caché dans une ville hostile et l'enjeu, c'est de faire croire à votre interlocuteur, à la fois à votre déguisement et à votre mensonge. Donc, je travaille sur toutes ces petites histoires racontées par les uns et les autres. C'est tout un fragment de sources que j'ai pu trouver ici ou là sur ces interactions ordinaires entre Français. L'historien croise aussi les archives issues des administrations, les archives notariales, les interrogatoires de justice, les chroniques ou les témoignages indirects, et tout un tas d'autres sources qui permettent d'avoir une vue d'ensemble. Nécessairement incomplète, certes, puisque ça dépend de ce qui a été conservé et de ce qu'il est capable de consulter. Mais la vision de l'historien sera nécessairement différente de celle du témoin, plongé dans la tourmente de l'histoire. La découverte de l'Amérique, la construction des pyramides, l'Empire romain. Personne ne peut aller vérifier ce qui s'est vraiment passé. Et allez, on va dire qu'il a pris l'exemple de la construction des pyramides au hasard et qu'il ignore ce que ça charrie comme production vaseuse qui néglige ouvertement le travail des archéologues. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les monuments du plateau de Gizeh avaient été attribués à 3 pharaons insignifiants de la 4e dynastie ? Remettre en question l'attribution des 3 pyramides principales du plateau de Gizeh suffit aujourd'hui à vous faire basculer automatiquement dans la catégorie complotiste. Non parce que l'argumentation serait infondée, mais parce qu'elle transgresse un cadre mental soigneusement balisé. Dans l'imaginaire collectif, le récit officiel n'est pas perçu comme une hypothèse parmi d'autres, mais comme une vérité intangible. Le contester revient à troubler un confort intellectuel fondé sur la délégation du savoir à l'autorité et non sur l'examen critique des faits. Mais disons que oui, c'est un fait. Dans l'absolu, personne ne peut vérifier ce qui s'est vraiment passé. En tout cas, au sens strict qu'il exprime dans la vidéo. Et ce n'est un problème que si on n'y connaît rien du tout dans le domaine, puisque la vérification partielle existe. Et de vérification partielle en vérification partielle, on peut tendre vers des consensus. Ainsi, on peut travailler sur des sources, établir et croiser des données, afin d'émettre des hypothèses sur la construction des pyramides par exemple. Hypothèses qui demeureront vraies jusqu'à ce qu'une nouvelle hypothèse explique mieux les données disponibles, ou que de nouveaux éléments émergent et permettent de fournir un éclairage inédit. Comme pour n'importe quelle science finalement. Non seulement l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais son étude est biaisée par nos a priori. Et bah ça, c'est faux. C'est vraiment la phrase bateau sortie par tous ceux qui n'ont jamais fait de recherche sérieuse en histoire. On peut penser en premier lieu à Thucydide et Xénophon, témoins athéniens bien connus de la guerre du Péloponnèse, alors que c'est une guerre perdue par Athènes. Dans les faits, bien souvent, c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Le même acteur du passé peut parfois être vainqueur et parfois il se prend une trempe. Et il arrive même que ça se produise en l'espace de quelques jours. J'ai une pensée toute particulière pour Harold d'Angleterre, qui parvint à battre, dans le nord du royaume, le roi norvégien Harald en 1066, et qui est obligé de retourner immédiatement au sud pour aller se prendre une dérouillée par l'armée de Guillaume, duc de Normandie, qui vient tout juste de débarquer. Parfois, de vainqueur à perdant, il n'y a qu'un pas. Bref, tout ça n'est qu'un mythe. Comme le dit si bien Frédéric Salé, la linéarité d'une situation de domination est illusoire en histoire. Prenons l'exemple bien connu d'Hannibal. À la fin de l'année 218 avant notre ère, il quitte la péninsule ibérique et inflige de cuisantes défaites aux Romains. Il parvint même jusqu'aux portes de Rome et impose ses conditions durant une décennie en Italie. C'est un tour de force incroyable, vous ne trouvez pas ? Mais vous pensez qu'il est connu grâce à quoi, hein ? Eh bien, en grande majorité, grâce à des sources romaines. Et en particulier l'ouvrage de Tite-Live. Qui, toutes ne sont pas forcément hyper objectives, pour parler de celui qui leur a fait extrêmement peur. Ce qui n'empêche pas des travaux historiques de qualité à son sujet. On parle de la Révolution française comme si on s'était personnellement évadé de la Bastille. Oui, et c'est un super exemple pour expliquer pourquoi on peut le faire. Merci à lui de l'avoir proposé. Ah bon ? Et en quoi ? Pourquoi on pourrait être aussi affirmatif sur la prise de la Bastille, par exemple ?
Eh bien, tout simplement parce qu'au XVIIIe siècle, on dégueule littéralement d'archives et de sources. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de zone d'ombre, hein, bien entendu, mais on peut être certain de pas mal de faits, et discuter encore de ce qui fait débat. Juste pour vous donner une idée de la diversité, je suis allée faire un petit tour sur l'inventaire des archives nationales. Et sans forcer, comme vous pouvez le voir, on trouve quand même pas mal de choses. Et ça, ce n'est qu'avec un seul mot-clé, dans un seul dépôt d'archives. Un dépôt parmi d'autres. Et ce qu'il y a de bien, hein, c'est que bien souvent, pour les archives du XVIIIe siècle, elles sont parfaitement abordables. Il n'y a même pas besoin d'avoir suivi une formation. On doit mélanger des bouts de parchemin, des rumeurs, des reliques. On peut juste faire confiance aux témoignages du passé. Comme on peut le voir, le positionnement tenu dans cette vidéo résulte surtout de sa méconnaissance de la méthode historique. Entendons-nous bien, c'est normal qu'ils ne sachent pas comment ça fonctionne, puisque c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. C'est pas inné. Tout comme tout le monde n'est pas capable de construire une arche en maçonnerie ou de discuter mécanique quantique sans trembler des genoux. En tout cas, sans suivre une formation. Par définition, l'histoire s'intéresse à ce qui n'existe plus. La révolution de 1830 est un cas à relever par exemple, puisqu'il montre toute la difficulté de l'exercice. Des Parisiens, tous morts aujourd'hui, ont pris sur des soldats morts aussi un bâtiment qui n'existe plus. Alors on fait comment ? Comment comprendre ce qui ne peut plus être observé ou vérifié par l'expérience ? Hein, petite voix ? Je dirais que des faits passés laissent des traces, comme des objets, l'architecture, des textes. Et des traces, il y en a de toute nature. Des chansons peuvent servir, tout autant que des enluminures. Mais aussi, plus prosaïquement, des recettes de cuisine, des listes de courses, la forme de champs, voire la pousse actuelle de mauvaises herbes. On pense souvent aux manuscrits, évidemment, hein, parce que c'est une source importante, mais elle est loin d'être la seule. Donc, au lieu d'observer directement des faits, l'histoire le fait indirectement par le biais de sources qui peuvent être très diverses. Et ce qui fait la scientificité, c'est la confrontation des sources en s'appuyant sur une méthode. Ainsi, chaque élément employé doit faire l'objet d'une critique interne et externe. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Tout d'abord, ça veut dire qu'on regarde le document et ce qu'il nous dit de lui-même, de son auteur, de son positionnement, mais aussi de ses silences. Si je prends ce manuscrit du XVIe siècle pour déduire son positionnement, il me suffit de constater que, pour évoquer les protestants, dès le début, il parle de déclaration pleine de calomnies et impostures faites par quelques particuliers séditieux pour décevoir les plus simples et moins avisés, les détourner de la naturelle obéissance. Ben oui, c'est forcément un catholique, favorable au pouvoir royal et qui risque de porter un jugement très critique envers les protestants. Et ça ne manque pas. Dans la suite du document, il enchaîne les descriptions d'exactions réalisées par les Huguenots. Mais il oublie fort judicieusement tout ce qui est du fait des catholiques, même quand il s'agit de véritables massacres. Par exemple, quelques pages plus loin, il évoque la prise d'Argenteuil et cruauté y exercée par les Huguenots, survenue en octobre 1565. Évidemment, il insiste sur le fait que les religieux sont surpris pendant la messe et que plus de 70 hommes sont alors massacrés. On est d'accord, c'est terrible. Mais par contre, ça ne l'intéresse pas de parler du massacre de Vassy survenu en 1562, au cours duquel une cinquantaine de protestants sont tués par les troupes du duc de Guise. De fait, il écarte volontairement tout le cycle de violence et de vengeance qui se met alors en place, pour donner l'impression d'une furie protestante sortie de nulle part. Exactement, c'est un grand classique de la propagande. Et c'est typiquement le genre de document qui doit inviter à se poser des questions. Or, ce que tu viens de faire là, c'est ce que l'on appelle la critique externe de la source. Il s'agit de se demander si le document est raccord avec ce qu'on sait par ailleurs, si c'est très discordant ou s'il oublie volontairement des choses capitales. On s'interroge donc quant à savoir s'il n'aurait pas un intérêt à nous mentir. Ainsi, vous l'aurez compris, bien souvent un document nous en dit davantage par ses silences que par ce qu'il dit explicitement. Et ce n'est pas un problème. Au contraire, ça enrichit encore plus l'approche. Quand même. Est-ce qu'une succession de documents nécessairement partiaux permettent vraiment de s'approcher de la vérité ? Alors déjà, tous les documents ne sont pas aussi caricaturaux. Et c'est justement le croisement des différentes sources et des visions présentées qui permettent de se faire une idée plus juste. D'ailleurs, il suffit de lire les historiens pour comprendre qu'ils ont conscience de l'absence de neutralité des sources et des difficultés que cela engendre. Tenez, en ce moment je lis David Bates et son ouvrage sur Guillaume le Conquérant. Et paf, page 18, on trouve ça. Face à une telle multiplicité d'opinions, souvent extrêmes, nous ne pourrons jamais exclure totalement les croyances personnelles du biographe. Tout ce que nous pouvons faire, à l'instar de David Douglas, c'est d'essayer d'être juste. Par la suite, il y a des pages et des pages entières consacrées à la critique de chaque document qu'il mobilise.
Il s'arrête aussi sur la vision politique de chacun des auteurs, etc., etc., etc. Et ce n'est pas une exception, un historien hors du commun qui serait plus éthique que la moyenne. Non, franchement, il suffit de les lire pour le constater. On sait tous, dès lors qu'on est un minimum formé en histoire, que c'est la diversité, la critique et la confrontation des sources qui permettent justement d'être au plus proche. Exactement comme pour une enquête policière. Aucun historien ne prend une source ou une autre pour argent comptant. Toutes sont analysées, mises en perspective et expliquées, voire critiquées. Les historiens en parlent, le font, mettent en pratique. C'est le fondement même de la méthode. Personne n'a donc attendu une vidéo sur les réseaux sociaux pour se poser ce genre de questions. Et pour autant, personne n'ignore qu'il y a des zones de flou sur la vie sexuelle des paysans babyloniens du 6e siècle avant Jésus-Christ. Tout comme on a encore du mal à expliquer scientifiquement et dans le détail comment s'est formé l'univers. Mais c'est ok, et on en saura peut-être plus demain. Donc forcément, selon les historiens, les images finales seront différentes. Alors par contre, là oui, il a raison. Pas pour les bonnes raisons, mais il a raison. Enfin, quand on dit qu'il a raison ici, il a raison. Si tant est qu'on puisse mettre en perspective ce qu'il affirme. Selon les historiens, l'interprétation peut effectivement varier. Et c'est d'ailleurs le cas de n'importe quelle recherche scientifique. Dans les articles scientifiques, il y a toujours cette même structure qui est valable aussi dans les autres domaines disciplinaires, et qui est, je pense, quasiment universelle, qui est de toujours faire une introduction. On va partir soit des connaissances déjà établies qui nous amènent à poser une question, soit d'observations qui sont faites, qui nous amènent à poser cette question scientifique. Ensuite, on va présenter les matériels et les méthodes. Donc on va dire, j'ai utilisé tel matériel et j'ai utilisé telle méthode pour analyser mes résultats. Ensuite, on va présenter les résultats sans les commenter, juste en interprétant les résultats, en disant, regardez, les résultats, c'est ça. Et ensuite, seulement vient une discussion. On va confronter ces résultats à ce que trouvent les autres chercheurs du domaine. Parfois, il n'y a rien. Parfois, on est les pionniers dans le domaine. Dans ce cas-là, il va falloir dire ce qu'on attendait par rapport à l'introduction, si c'est étonnant, si c'est cohérent avec le reste de ce domaine de recherche. Et enfin, on va conclure, la conclusion étant souvent un rappel des résultats, mélangé à un peu de discussion, enfin au moins une interprétation qui permette à un lecteur pressé, on va dire, de tout de suite savoir ce qu'il en est. En biologie, par exemple, un résultat n'est pas seulement un résultat brut des données collectées et pouf, c'est terminé. Dans toutes les études, ce n'est qu'une étape du travail, puisqu'il y a aussi une partie dédiée à l'interprétation de ces éléments qui ne valent rien s'ils ne sont pas expliqués, mis en contexte, comparés. Donc, même dans d'autres sciences, le résultat sera différent en fonction de l'interprétation qui en sera faite. Mais les données étudiées peuvent être les mêmes, si tant est qu'on sache tous les lire. Voilà, mais c'est aussi et surtout que les chercheurs n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Typiquement, si je fais l'analyse d'un ouvrage quelconque, tiens, prenons par exemple les livres de comptes et dépenses de la maison de Guise au XVIe siècle. Je peux tirer plein de conclusions en fonction des questions que je me pose. Dès le début, on apprend que le samedi 1er septembre 1526, la famille se procure pour 12 deniers de beurre frais. Ça ne paraît rien dit comme ça. Mais je connais des chercheurs qui s'intéressent à la production et à la consommation du beurre à cette époque. Pour eux, ce sera un élément potentiellement clé sur la consommation du beurre plutôt que du saindoux dans un espace donné. Alors que d'autres historiens spécialisés dans les phénomènes sociaux vont relever que c'est une preuve parmi d'autres de l'aisance de cette famille. Et c'est sans compter sur les historiens spécialisés dans l'économie, qui vont, eux, interroger cette somme de 12 deniers, savoir si c'est beaucoup ou non par rapport à d'autres familles de la même époque. Mais pour moi, qui m'intéresse aux écritures, je vais trouver absolument chouette qu'il écrive somme par soi, qui signifie dans les comptes de cette époque que c'est une somme brute qui n'est pas le fruit d'un calcul. Qui plus est, le paléographe que tu es soulignera que somme est écrit avec un tilde de nasalisation, qui élite seulement une lettre M, alors que par est écrit avec un P barré, une lettre spéciale servant à abréger par ou pair. Donc, comme je le disais, notre créateur de contenu a raison à ce sujet, puisque même avec des données identiques, des historiens ne tireront pas les mêmes conclusions, car ils ne poseront pas les mêmes questions et n'obtiendront donc pas les mêmes réponses. Et c'est logique, hein ? Tous n'ont pas la même problématique et ne proposent donc pas les mêmes hypothèses pour y répondre. Comme dans n'importe quelle science, non ? Bah oui, effectivement, hein, comme dans n'importe quelle science. C'est la raison pour laquelle, quand on s'attaque à un sujet, on essaye en général de faire le tour de la littérature, en histoire bien sûr, mais aussi dans d'autres domaines scientifiques. Parce qu'on ne travaille jamais en silo. Il suffit de regarder comment les historiens abordent l'histoire de Napoléon, d'un côté de la Manche ou de l'autre. C'est normal qu'il n'ait pas la même vision de ce personnage. Il est évident qu'anglais et français ne travaillent pas sur les mêmes sources, qu'ils ne s'intéressent pas aux mêmes sujets, qu'ils offrent des points de vue différents. Différents, oui, mais complémentaires.
Tant qu'on y est, on peut faire un petit exercice de pensée en poussant la réflexion de notre créateur de contenu jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on souhaite une société dans laquelle tous les historiens et tous les scientifiques d'un domaine sont systématiquement d'accord sur les interprétations à donner, ont les mêmes centres d'intérêt et tirent des conclusions identiques? Est-ce que c'est vraiment viable? Quel intérêt y aurait-il encore à faire de la recherche? Je ne fais que poser la question, moi, hein. La vidéo de notre créateur de contenu part d'un constat assez simple qu'il développe. Même dans l'histoire récente, il y a des bêtises qui sont dites. Et c'est encore plus vrai, plus on s'éloigne dans le temps. Alors, tant que c'est pas trop vieux, c'est facile. Le Covid, on l'a vécu. Le 11 septembre, on s'en souvient. L'alunissage en 1969, certains l'ont vu à la télé. Enfin, quand je dis c'est facile, on est quand même bien placé pour savoir que l'histoire de ces événements, même récents, est truffée de conneries, d'approximations et de propagande qui sont racontées dans tous les sens pour plein de raisons. Imagine comment ça devient compliqué d'extraire la vérité quand on commence à fouiller des trucs qui datent de plusieurs siècles. Mais quand il parle de l'histoire récente, est-ce qu'il parle des travaux historiques? Est-ce qu'il parle d'autre chose? C'est quoi le propos qui est exprimé là, concrètement? C'est quoi le projet, en dehors du fait de semer le doute et de jouer sur les théories vaseuses? Cela dit, comme il l'affirme, je crois qu'on peut dire sans exagérer que l'histoire est aussi truffée d'éléments de propagande, de récits fabriqués et j'en passe. Parfaitement, c'est même enfoncer une porte déjà grande ouverte que de dire ça. On en revient à la nécessité de critiquer les sources et les travaux du passé qu'on a déjà évoqués. On sait que les auteurs sont orientés, on le sait et on compose avec, par l'intermédiaire de la critique. On peut aussi ajouter que même si on ne fait plus de l'histoire comme on le faisait au 19e siècle, eh bien oui, des historiens ont une idéologie. On peut même dire aussi que certains ne sont pas de bons professionnels. Et comme dans tous les métiers, on doit composer avec. C'est aussi vrai dans d'autres sciences. Louis Pasteur était profondément bonapartiste. Est-ce à dire qu'il ne faudrait plus regarder son travail sur la vaccination ? Dans la vraie vie, des économistes peuvent également avoir des convictions. Et alors ? Je pense qu'il faut un De Gaulle 2.0, on est dans un moment gaullien, mais il faut que tout le monde se sente impliqué. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas simplement dire aux gens, il faut des sacrifices, il faut leur donner du rêve en même temps. Ça va nous donner qu'on va être à la tête de l'innovation, l'IA, ça va être nous. Bref, tout cela n'est vraiment pas un problème, du moment qu'on fait correctement ses devoirs. Ce que je retiens surtout, c'est que la manière d'affirmer ici est juste floue et manque clairement de nuances, ce qui semble témoigner en faveur d'un défaut de travail préparatoire. Et c'est dommage. Parce que oui, la nuance, c'est utile pour les historiens, c'est vrai. Mais aussi quand on fait de la vulgarisation sur les réseaux. C'est comme dans les travaux. Il est souvent judicieux de privilégier la subtilité d'un burin plutôt que d'y aller directement marteau-piqueur. L'histoire qu'on nous apprend n'est toujours qu'une reconstruction supposée avec des miettes qui sont parvenues jusqu'à nous. L'histoire, l'archéologie, c'est un puzzle dans lequel il manque la plupart des pièces. Semer le doute, encore et encore. Néanmoins, oui, toute science est une construction humaine. Je ne sais pas si on peut parler d'un puzzle dans lequel il manque des pièces pour évoquer le travail historique. Mais admettons que ce soit vrai. Oui, et qu'est-ce que ça fait? Sérieusement, c'est quoi le problème? C'est tout aussi vrai pour n'importe quelle science. C'est juste la norme. L'astronomie a évolué au cours du temps, même avec de nombreuses pièces manquantes. Certaines étaient simplement supposées, parfois contestées, même durablement, et ont donc mis du temps à être prouvées. Est-ce à dire que ce ne serait pas une science? Quant à cette idée que les historiens n'auraient que des miettes sur lesquelles s'appuyer, franchement, cher ami, c'est quand tu veux. Tu me fais un petit signe et on va faire un tour ensemble dans le dépôt d'archives de ton choix. Juste histoire qu'on aille se perdre dans les kilomètres de miettes. Je vous jure que ça va lui faire tout drôle. Après, s'il préfère, on peut aussi aller faire un petit tour dans les dépôts archéologiques. C'est vachement impressionnant. Je me souviens, la dernière fois, quand on est allé à... Petite voix, on a dit pas plus de 15 minutes. Et là, je sens déjà que c'est mort. Hein. Et allez, on bazarde l'archéologie. Moi, j'ai jamais le droit à des tunnels. Alors que toi, oui, tout le temps. C'est trop injuste. C'est toujours Perrault qui donne les ordres. Et en plus, ils sont idiots la plupart du temps. C'est vraiment trop injuste. Tiens, en parlant de miettes, il y en a des grosses des miettes, hein, comme les dinos. Et ça tombe bien, il en parle des dinosaures. Tout ce qu'on connaît des dinosaures, c'est leurs ossements. Mais on essaye quand même de supposer la couleur de leur peau et même leurs cris. Comment est-ce que tu peux imaginer que ça corresponde à la réalité? Du coup, comme c'est très éloigné de notre domaine de compétences, on a demandé à Alexis Dacosta ce qu'il pense de ce passage de la vidéo. Bonjour à tous, je suis Alexis Dacosta et sur ma chaîne, je parle de paléontologie et de croyances populaires. Donc habituellement, je parle de mythologie et de dinosaures, de religion et de dinosaures. Et ici, il a raison et il a tort.
En fait, il a raison quand il dit que tout ce qu'on sait sur le passé, et là en l'occurrence il parle des dinosaures, est basé sur des indices parfois très maigres. En revanche, en ce qui concerne les dinosaures, dire qu'on ne retrouve que des ossements est totalement faux. Mais admettons d'abord qu'ils disent vrai. Admettons qu'on n'ait retrouvé que des ossements de dinosaures. Eh bien déjà ça nous renseigne sur énormément de choses. Par exemple, si on retrouve des dents, eh bien ça va nous renseigner sur le régime alimentaire de l'animal. Et d'ailleurs, l'un des tout premiers fossiles de dinosaures était une dent qui ressemblait à une dent d'iguane, mais beaucoup plus grosse. Les paléontologues de l'époque ont donc émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une sorte d'iguane géant et on a nommé ce dinosaure Iguanodon. Alors à la base, les dessins censés représenter Iguanodon n'étaient pas très ressemblants par rapport à l'animal réel. Mais il faut se souvenir qu'à ce moment-là, les indices étaient très maigres. Donc on fait avec ce qu'on a. Mais depuis, on a trouvé d'autres ossements, dont les célèbres iguanodons de Bernissart, qui ont permis de meilleures reconstructions de l'animal. Et le truc intéressant, c'est que même si ça donne l'impression que le dinosaure a beaucoup changé, eh bien en fait il y a un détail qui n'a pas changé du début à la fin, eh bien c'est la dent. En fait, on comble les informations qui n'existent pas par des hypothèses, mais ces hypothèses sont toujours basées sur des faits établis et qui peuvent être vérifiés. Et oui, quand on a retrouvé la dent, eh bien cette dent, elle a plus de chances d'avoir poussé sur une tête. Et vu qu'elle ressemble à une dent d'iguane, eh bien ce n'est absolument pas idiot d'imaginer que l'animal devait être un gros iguane. Mais là attention, on parle du tout début de la paléontologie, on parle des années 1820. Aujourd'hui, la quantité de fossiles qu'on a retrouvés et décrites est absolument colossale. Et désormais, on a accès à la datation radiométrique et à la génétique, ce qui permet d'extraire énormément d'informations et de croiser les découvertes avec d'autres découvertes. Et attention, je rappelle que là, on est parti du principe qu'il avait raison et qu'on ne retrouvait que des ossements. Mais dans la vraie vie véritable, on retrouve des tas de choses qui donnent des informations aux paléontologues. Déjà, on retrouve des traces de pas, du caca fossilisé, des coprolites, des traces de blessures, des fossiles de plantes, d'insectes et de façon générale des fossiles de l'environnement. Et même au-delà de ça, la façon dont le dinosaure s'est fossilisé nous donne des informations. Par exemple, le célèbre fossile de Protoceratops et Vélociraptor est un fossile qui nous montre ces animaux en plein combat. Vous voyez déjà rien qu'avec cet exemple que c'est évident qu'on ne retrouve pas que des ossements puisqu'on retrouve également des traces de posture et de comportement. Si vous regardez des fossiles extrêmement bien conservés, comme le fossile de Sinosauropteryx, on peut y voir le squelette, mais aussi la posture, les organes, ainsi que des traces de plumes et même la couleur. Et oui, contrairement à ce qu'il dit, on connaît la couleur et la texture de certains dinosaures. Donc en résumé, certes, on ne sait pas tout sur tout. Mais là, ce qu'il fait, c'est un appel à l'ignorance. Il ne connaît pas très bien le sujet de la paléontologie et donc imagine qu'on est encore dans le flou en ce qui concerne les dinosaures ou encore les autres animaux disparus. Alors que chaque découverte depuis les années 1800 ne fait que nous rapprocher de la vérité. Donc certes, ce ne sont que des reconstitutions, mais dire qu'elles ne sont supposées qu'à partir de miettes est totalement fallacieux. Merci Alexis. Vous l'aurez compris, c'est un vulgarisateur qui parle de paléontologie sur sa chaîne. Du coup, les dinos, c'est son truc. En outre, quand on s'interroge sur les fondements de la vidéo du jour, un problème se présente très rapidement, puisqu'il n'y a aucune référence mentionnée. Pas une étude, pas un chercheur cité. Pas une source, rien, le vide et le néant. Et alors, ça veut pas dire qu'il a pas travaillé sérieusement quand même, si? Peut-être, mais le problème c'est que ça empêche toute vérification sérieuse. Et ce qui est plus problématique encore dans le cas présent, c'est qu'on ne peut même pas proposer une interprétation charitable de son approche dans la vidéo. Et pour cause, ça peut arriver à tout le monde de se référer à un chercheur qu'on pense solide et basé, alors que son travail présente des failles conséquentes. Voilà, c'est ça l'idée. Et avec cette vidéo, la seule référence que j'ai vue citée explicitement, ça se passe en commentaire, et c'est pas glorieux. Et là, on a un problème. Un gros problème. Citer Michel Onfray comme référence sur l'histoire de Jésus, c'est... Comme citer le pape pour parler de sexualité. Pour appuyer ce que je dis, je voudrais reprendre les propos de Guillaume Mazot sur le fameux livre d'Onfray, consacré à Charlotte Corday. C'est un medley de textes qui relèvent eux-mêmes d'interprétations et de compilations, pour la plupart écrites au XIXe siècle. Or, l'auteur ne s'interroge jamais sur leur nature. Et il ajoute « Cette paresse de la pensée conduit Onfray à paraphraser durant de longues pages. Des récits tout simplement apocryphes, issus de la droite la plus conservatrice. » Bah tiens, justement, prenons le Christ par exemple.
Certains prétendent que c'était un personnage historique qui a réellement vécu en Galilée avec ses disciples et tout le tout-team, tandis que d'autres soutiennent qu'il s'agit d'un personnage conceptuel, une figure mythologique construite au fil des siècles pour servir une narration religieuse. On n'a pas un selfie de Jésus sur la croix ni son numéro de sécurité sociale, hein. On a juste des écrits élaborés bien après sa mort. Le mec qui meurt et qui ressuscite 3 jours après, il faut quand même drôlement avoir la foi pour y croire. Pour aller plus loin sur la question de Jésus, j'ai voulu échanger avec Alexis Sédou, qui est actuellement doctorant à l'université d'Angers. Il est aussi vice-président de l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est dit là? Alors, d'abord, on peut parfaitement douter de l'historicité de Jésus. On a le droit, ça c'est pas du tout un problème. Mais pour en douter, il faut apporter des éléments. Et les éléments qui sont apportés là, c'est purement de l'hypercritique. L'ouvrage d'Onfray dans lequel il dit Jésus n'a pas existé, c'est un ouvrage que j'ai très largement parcouru, et c'est purement l'hypercritique. Qu'est-ce qu'on appelle l'hypercritique? C'est quand on prend une source, qu'on la contextualise pas, et qu'on en sort les petits éléments qui paraissent pas cohérents, en disant, comme c'est pas cohérent, c'est faux. Et le problème, c'est que une source, elle peut ne pas être cohérente, elle peut dire des choses fausses, évidemment, hein, mais il faut, la contextualiser, et puis 2, il faut comprendre les intentions de l'auteur. Et ça, Michel Onfray ne le fait jamais. Les évangiles, c'est pas une biographie de Jésus. On cherche pas à raconter la vie de Jésus, ça n'intéresse pas à ça. On cherche à montrer que Jésus est bien le Messie annoncé dans les Écritures, et qu'il a accompli des miracles, et qu'il a donné des paroles. C'est ça, l'objectif des évangiles. Et que les évangiles soient peu cohérents dans un contexte biographique, évidemment, c'est pas pour. Voilà. Donc, déjà, c'est une erreur. Même chose pour les épîtres, même chose pour les actes des apôtres. Donc, le problème de cette critique de l'historicité de Jésus, c'est qu'elle n'est pas fondée sur des éléments positifs qui montrent que Jésus a été un personnage inventé, on va y revenir, hein, mais uniquement sur les sources sont pas cohérentes de mon point de vue, donc elles sont fausses. Si on étudie les travaux qui ont été faits, ou si on lit les sources, on remarque qu'en réalité, oui, il y a des incohérences nombreuses, il y a des inventions, certaines, il y a des personnages qui sont présents dans les évangiles qui probablement sont des inventions, ou qui sont ce qu'on appelle des topos, hein, des prêts-à-penser. Mais il y a aussi plein d'éléments qui permettent de montrer que ça part d'une tradition et que on comprend mieux le premier christianisme avec un personnage de Jésus existant qu'un personnage non existant. Parce que pour démontrer que Jésus n'existe pas, encore une fois, pourquoi pas, hein, c'est pas du tout un problème en soi, mais il faudrait déjà montrer quand est-ce qu'il a été créé, par qui, quel groupe, quelle personne, et pourquoi. Or, aucun des personnes, et encore moins Michel Onfray, n'essaye d'avoir ce questionnement. Parce que les premières sources qui mentionnent Jésus comme étant quelqu'un qui a ressuscité et qui a fait un dernier repas, c'est les épîtres de Paul. Et c'est autour de 48-50. Donc, il faut imaginer que s'il était inventé, entre la mort présupposée et les épîtres de Paul, un groupe ait inventé ce personnage. Et recréer tous ces éléments-là de sa vie qui se retrouvent dans les évangiles. Or, jamais, à aucun moment, Michel Onfray ou l'auteur de cette vidéo ou les personnages qui critiquent l'historicité de Jésus ne vont sur ce terrain-là. Ils ne vont que sur le terrain de l'hypercritique. Et le terrain de l'hypercritique est un terrain très très glissant en histoire. Hein, c'est une des 3 grosses erreurs qu'on fait en histoire, hein, l'anachronisme, l'hypercritique, la téléologie. Mais l'hypercritique est extrêmement glissante parce que, à surcritiquer les sources, on les décontextualise et on leur fait dire n'importe quoi, ou alors on enlève leur valeur, et c'est exactement ce qui est utilisé, notamment dans le négationnisme. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Le négationnisme a commencé en disant les personnes qui reviennent des camps ont des propos qui ne sont pas tous cohérents et qui ne sont pas tous les mêmes, donc ça peut exister. Voilà. Mais c'est de la pure hypercritique. Voilà. Donc, dire Jésus n'existe pas, très bien, il faut le démontrer, et pour le démontrer, il faut démontrer comment il a été créé. Et si c'est uniquement dire les sources qu'on connaît aujourd'hui, elles ne sont pas cohérentes, elles ne fonctionnent pas, c'est pas suffisant, et c'est largement insuffisant pour le faire. Merci Alexis d'avoir pris le temps pour cet échange. Mais reste dans le coin, je pense qu'on a encore des choses à se dire.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout cela est assez rageant quand on constate en plus que ce créateur de contenu met en avant l'esprit critique dans les quelques mots d'introduction de cette vidéo. Cela dit, c'est entouré de termes bien choisis. Le 11 septembre, les pyramides, on nous ment, Apollo et le Covid. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Si c'est pas confusionnant là, tout ça, c'est quoi? Non mais, c'est quoi le projet à la fin? Franchement, ça m'interroge. C'est juste pour faire réagir? D'accord, mais pour faire réagir qui? C'est vrai que les fondements de sa vidéo sont curieux. On dirait le travail de quelqu'un qui se sent de parler de tous les sujets, mais qui ne prend pas forcément suffisamment de temps pour se renseigner au préalable, en se reposant uniquement sur ses acquis. Vous savez ce que c'est l'ultra-crépidarianisme ? C'est un mot très savant pour parler des gens qui ne le sont pas. C'est le fait de s'exprimer en dehors de notre champ de compétences. C'est l'art de donner son avis sur un sujet pour lequel on n'y connaît nada, que de chi, que de cerise. Par bien des aspects, cette vidéo en entier revient à montrer à tous qu'il s'exprime avec assurance et sans nuance en dehors de son champ de compétences. Et ce, sans fournir le travail et la rigueur nécessaires pour assurer ses appuis. Il serait loin d'être un cas isolé, mais c'est embêtant quand même. Pendant le virus du singe, que j'ai pas tout suivi les détails, mais enfin... Après, sincèrement, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là pour le qualifier. L'approche est curieuse, il est vrai. Mais toi, Alexis, t'en penses quoi de cette vidéo? On est sur une critique de l'histoire, d'abord de quelqu'un qui connaît pas l'histoire. Ça, c'est très clair. C'est quelqu'un qui n'a jamais ouvert un travail de réflexion sur l'histoire, d'historiographie. Alors, l'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire, c'est comment on écrit l'histoire avant, ni d'épistémologie. Donc ça, c'est très très clairement le cas. C'est quelqu'un aussi qui semble s'arrêter à des idées reçues qui sont véhiculées assez clairement dans certains groupes qui, en général, s'attaquent à ce qu'on appelle, entre guillemets, l'histoire académique, mais bon, appelons-la à la limite plutôt une histoire universitaire, mais qui ne connaissent pas le sujet et qui vont piocher à droite, à gauche des sujets et faire de méthode inductive, c'est-à-dire au lieu de déduire sur un ensemble, on prend un objet et dire, vous voyez, ça marche pas, donc tout le reste ne marche pas. La deuxième réflexion, c'est que on a l'impression on a là, chez l'auteur de cette vidéo, une volonté de faire une vidéo facile. Voilà, on va utiliser le terme, c'est une vidéo putaclic. Je vais faire un truc sur l'histoire, comme plein de gens le pensent. En plus, l'histoire, c'est des intellos, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, j'aurais pas de problème. Voilà. Donc, c'est le truc, je tape sur l'histoire, c'est facile. Voilà, j'aurais pu taper, je sais pas moi, sur les voitures vertes ou sur les deux soleils, mais voilà, c'est un truc qui est facile. Et troisième réflexion, c'est la manière dont la vidéo est présentée, la manière dont les arguments sont amenés. On n'est pas dans l'argumentation factuelle ou de connaissance, mais dans une espèce de discours rhétorique qui est en gros, ne croyez pas en l'histoire, ça sert à rien. De toute façon, c'est un taux d'interprétation et chaque historien a son point de vue, donc en fait, il n'y a pas d'histoire, mais il y a des histoires. Bon. Et donc, voilà, croyez autre chose, mais ça, c'est pas intéressant. Voilà. Moi, c'est ça les réflexions que ça m'apporte. Je n'avais clairement pas prévu de faire cette vidéo cet été, parce que j'ai beaucoup trop de retard par ailleurs sur le travail. Mais là, c'était juste pas possible de laisser passer tout ça. Je tiens à dire que je suis un petit peu déçu, parce que c'est un créateur que j'ai regardé par le passé, puisque c'est un monteur de très bon niveau, même s'il le montre bien mieux sur des formats plus longs. Par Cicéron, c'est un politique philosophe romain. Dans son histoire, le personnage fictif Damoclès était fasciné par le pouvoir d'un roi grec ancien bien réel qui s'appelait Denis l'Ancien. Et c'est quelqu'un qui pose sa voix de manière absolument parfaite. Ça rend le tout limite hypnotique. Et pas grand monde n'est capable de faire ça. Ce qui fait que tu le suivais un peu au début, de loin en loin. Il propose, ou devrais-je dire il proposait, parfois des questionnements intéressants. Mais je ne sais pas, il y avait un espèce d'arrière-goût, et j'ai lâché au bout d'un moment. Beaucoup de déclarations dites très rapidement, sans que ce soit développé et qu'on puisse véritablement prendre le temps de vérifier et de réfléchir. Un petit je ne sais quoi qui me posait problème et j'ai juste cessé de regarder pendant des mois et des mois. Jusqu'à ce que tu tombes sur cette fameuse vidéo format court. C'est ça faisait longtemps et je me suis dit allez, pourquoi pas, on va regarder. Et j'ai pas été déçu du voyage, Cette vidéo sort complètement du lot par rapport à ce que je connais de ses productions habituelles. J'étais complètement passé à côté d'une éventuelle dérive de ce créateur de contenu.
contenu. Dérive, directement, comme tu y vas. Et oui, je parle de dérive, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Quand on produit une vidéo comme ça, c'est qu'il y a une marche qu'on a ratée à un moment ou à un autre. C'est assez fréquent, hein, les chutes dans les escaliers. Oui, c'est très fréquent, et les chutes graves notamment, les chutes, il n'y a pas que les escaliers, mais les chutes, c'est la première cause de mortalité par accident de la vie courante. Donc c'est en France plus de 5000 personnes qui décèdent de chutes. Alors, il n'y a pas que des chutes dans les escaliers, mais c'est vrai que l'escalier, c'est un facteur de risque, de même que les chutes de plein pied, et souvent, c'est les mêmes mécanismes, c'est de la négligence, c'est le manque d'attention, c'est la perte d'équilibre qui aboutit à une chute. Je pense que là, au point où on en est, c'est assez clair. Vous avez vu la méthode employée. Il dit beaucoup de choses très vite, en 2 minutes 30. Et il faut ramer derrière pour expliquer, pour comprendre ce qu'il veut dire, pour reprendre tout à la base. Parce qu'on ne parle pas de trucs très compliqués en histoire dans ce qu'il affirme. C'est littéralement ce qui est enseigné aux étudiants en première année. Toutefois, ce n'est pas le seul problème de la rhétorique au cœur de cette vidéo. Donc déjà, ce qui est problématique, c'est que moi, je me place du côté de personnes qui n'auraient pas les bonnes connaissances, les détails en fait que l'on doit avoir en tête pour être capable de bien juger de ce qui est énoncé. On peut se laisser convaincre. Parce que dans le tas, la personne qui s'exprime, elle va mélanger du vrai et du faux. Donc peut-être que si l'attention n'est pas permanente, quand on va repérer un élément qui nous paraît vrai ou qui paraît logique, on peut se laisser convaincre. Et par exemple, dans le champ de l'esprit critique, quand on se penche sur tout ce qui relève de la rhétorique fallacieuse, il y a tout un pan qui se rapporte à ce qu'on appelle des paralogismes. Paralogisme, de quoi s'agit-il? C'est lorsqu'une personne développe une argumentation qui nous semble vraie, mais qui est fausse. Il peut s'agir des fois d'argumentation ou de simples arguments. Si je dis on n'y était pas, donc comment on peut savoir? On pourrait se dire, après tout, c'est vrai que tout pourrait être construit, enfin on pourrait se laisser séduire par ces idées-là. Et il est possible parfois que les personnes qui ont relaté des choses qui ont pu se passer ont réécrit parfois des choses, ou les ont instrumentalisées. C'est pas complètement impossible. Mais par contre, en faire un point qui nous amène à tout relativiser, c'est juste impossible parce que ça voudrait dire que tout le monde est complice, que en fait les méthodes ne nous servent absolument à rien. Donc le relativisme n'est pas une bonne idée, mais ponctuellement on peut se laisser conduire. On a vraiment quelque chose qui peut marcher très fort socialement chez des gens qui sont déjà convaincus, chez des gens qui n'aiment pas les sciences sociales, chez des gens qui sont... alors parfois ça peut être pour des raisons économiques, on veut que de l'utilitaire, on veut gagner de l'argent. Parfois ça peut être... donc là évidemment, souvent la connaissance de l'histoire... et encore, on peut peut-être valoriser des musées de temps en temps, mais ça rapporte beaucoup moins d'argent que le nouveau traitement contre tel ou tel médicament, ça c'est vrai. Pourtant, à plusieurs reprises, il nous montre ouvertement ses méconnaissances du champ scientifique auquel il prétend s'attaquer dans sa vidéo. Imagine comment ça devient compliqué d'extraire la vérité quand on commence à fouiller des trucs qui datent de plusieurs siècles. Or, ce n'est pas parce que lui ne connaît pas ou qu'il trouve que c'est compliqué que c'est forcément le cas et que personne ne connaît. Cela ne nous renseigne que sur le fait que lui ne sait pas comment on fait. Cela dit, oui, parfois, l'histoire c'est compliqué. Il suffit de jeter un œil aux travaux des démographes ou des historiens du climat. Il y a parfois de quoi être largué, et c'est normal. C'est pour ça que c'est un métier qui ne s'improvise pas et qu'il existe des paléographes par exemple, spécialisés dans le déchiffrement des manuscrits. Des épigraphes pour les trucs gravés, des carpologues. Attends, je devine, ce sont des spécialistes des carpes? Bien essayé! Mais non, la carpologie est la science qui étudie les graines et les fruits retrouvés dans un contexte archéologique. Donc parfois, l'histoire, c'est compliqué, oui, mais des spécialistes ont des compétences pour y arriver. Par exemple, quand ils déclarent... Alors qu'en réalité, on fait juste confiance à des historiens qu'on ne connaît même pas et qui se sont fait chier à interpréter des documents dont personne ne peut jurer l'exactitude. Mais dis-moi, c'est pas un peu le job des paléographes, ça, normalement? Alors, oui et non. Étudier la forme, la structure et l'authenticité des actes, c'est une pratique un peu à part. On en a déjà parlé vite fait, puisqu'il s'agit de la diplomatique. Alors, après, c'est vrai que, dit comme ça a l'air compliqué, Comme toutes les sciences, Essayez un peu de vous pencher sur les myélomes. Vous allez commencer par une hémorragie sous-conjonctivale si vous n'avez pas les bases nécessaires. Alors qu'en réalité, on fait juste confiance à des historiens qu'on ne connaît même pas. Rectification. Des historiens que lui ne connaîtrait pas. Nous,
on les lit avant de savoir si on fait confiance ou non. C'est ça, comme on fait confiance à des prix Nobel de physique, aux médaillés du CNRS, ou même plus prosaïquement à son médecin traitant, à l'ingénieur qui construit une maison, et j'en passe. On n'a pas besoin de les connaître bibliquement et d'avoir fait 15 ans d'études dans le domaine pour avoir une confiance dans leurs capacités et leurs connaissances. Et inversement, il y a tout un tas de gens que je connais très bien et en lesquels je n'ai pas le début d'un atome de confiance, mais je ne donnerai pas de nom, même sous la torture. Donc oui, on fait confiance aux travaux réalisés par d'autres avant nous, du moment qu'ils présentent le niveau de scientificité attendu. Faire de la science, ce n'est donc pas refaire toute la recherche scientifique sur laquelle on s'appuie. Vous imaginez un peu? S'il fallait faire ça, c'est mort pour développer des centrales nucléaires. Ou même pour votre voiture. Personne n'est capable de la créer de A à Z sans connaissance préalable. Les sciences, je dis bien toutes les sciences, reposent sur l'accumulation. Et parfois, quand on reprend le travail fait par d'autres, on vérifie, on corrige, on amende ou on valide. C'est juste normal, c'est logique de le faire ainsi. Il arrive bien souvent qu'en se basant sur le travail de quelqu'un et en cherchant à le prolonger, on se rende compte que ça coince. Et du coup, ça invite à relativiser le travail précédent. Parce que c'est ça aussi une discipline scientifique. Collectivement, on se trompe, les idées évoluent. Il peut même y avoir des modes. Une science qui n'évoluerait pas ainsi est une science malade, qui, par définition, n'est pas scientifique. Enfin, le dernier point rhétorique que je voudrais souligner, c'est l'articulation qu'il propose entre bonne et mauvaise science, de celles qui ne pourraient rien reproduire. Mais c'est oublier aussi qu'il y a plein de sciences dites dures, qui ne reproduisent pas leurs objets d'étude. Avez-vous déjà vu un trou noir réalisé par un astrophysicien en laboratoire? Non. Et pourtant, on admet que c'est un sujet d'étude acceptable. De même, les géologues étudient la formation de chaînes de montagnes, mais aucun n'en a reproduit une en faisant bouger des plaques tectoniques dans son garage. Est-ce à dire que ça aussi, ce ne serait pas de la science? C'est vraiment méconnaître la méthode scientifique dans son ensemble, puisque la science, c'est avant tout l'observation. Ce qui est marrant, c'est que cette vision manichéenne se rencontre également dans l'œuvre de Michel Onfray, comme le souligne Nicolas Chevassus-Louis. Pour Onfray, il y a le bien et le mal, les bons penseurs et les mauvais penseurs, les gentils et les méchants. Ce n'est pas moi qui pense ainsi, mais toute la tradition occidentale, se défend-il. Peut-être, mais Onfray ne tente en rien de s'affranchir de ce manichéisme. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je l'attendais celle-là. Non, mais le mauvais chasseur, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Et le bon chasseur? Le bon chasseur, c'est un gars, il a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire, mais... c'est pour la même chose, quoi. Bon, il y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur, il y a le viandard, puis il y a le non-viandard. Donc oui, au final, il a raison quand il dit qu'il ne faut pas faire confiance à des chercheurs sans se poser de questions. Mais peut-être qu'en appliquant le même principe de prudence qu'il énonce, on ne devrait pas faire confiance, nous non plus, à un coach en développement personnel et créateur de contenu en philosophie tel que lui, pour nous parler d'histoire. Arrivé à la fin de cette vidéo et de son analyse... Rapide l'analyse, parce qu'il y aurait encore tant à dire. Je disais, à l'issue de ce retour critique, il me reste une question qui ne passe pas et qui laisse un goût amer. Mais bon sang, c'est quoi le but de cette vidéo? Quelle était la démarche? C'est d'un flou. 2 minutes 30 de flou pour dire si peu et sous-entendre autant. Sur ce coup-là, cher ami, on sait ce que tu as dit, mais pas vraiment ce que tu as compris. Encore une fois, tout cela revient à poser des questions, et ça, c'est bien. Mais sans jamais chercher le début d'une once de réponse, tout en étalant ça à la face du monde. Comme il l'affirme si bien, est-ce que le but est seulement de chercher du clickbait, en demandant aux gens quel truc, en histoire, ils ont toujours eu du mal à croire? Et toi, c'est quoi le récit historique que tu as toujours eu le plus de peine à croire? Alors qu'en vrai, on s'en fout de savoir si tonton Jean-Michel Random ne croit pas à l'explication officielle sur la construction des pyramides, ou au fait qu'on ait marché sur la Lune. En posant ce type de questions, comment s'attendre à d'autres réponses qu'un éventail complet du grand n'importe quoi? À quoi ça sert si le projet n'est pas d'expliquer ensuite, hein? C'est juste pour rigoler? Franchement, on se demande, hein. Allez, histoire de rattraper le coup, on va dire que en fait c'est qu'une expérience sociale, hein, c'est ça? À moins que le projet soit uniquement de semer le doute encore et encore. Ah, mais moi, je ne fais que poser des questions. D'affirmer sans prouver tout en empilant les arguments dans un millefeuille argumentatif qui par définition ne démontre rien.
Toujours est-il qu'il reste une toute petite part de moi qui me dit que cette vidéo c'est juste une grosse bourde de quelqu'un qui n'a pas suivi ses propres conseils, alors qu'une autre de ces vidéos aurait pu l'éclairer aisément. Est-ce que t'as déjà remarqué que ceux qui ouvrent leur gueule à toute vitesse pour donner une réponse à une question philosophique ou compliquée, comme si c'était les détenteurs de la vérité universelle, c'est jamais les couteaux les plus aiguisés du tiroir? Les probabilités de passer pour un con sont bien supérieures quand on prétend savoir que quand on avoue qu'on ne sait pas. Finalement, j'ai l'espoir qu'il s'agit simplement là d'une erreur de parcours non représentative. Une envie de faire rire ou de faire réagir un peu maladroite, et qu'il s'expliquera de tout cela, je le souhaite en tout cas. Mais bon, disons-le, c'est un peu mal barré, puisque au moment où on écrit ce script, il ne répond même pas aux commentaires qui ne valident pas son récit. Sur ce, on se retrouve en septembre, avec une vidéo prévue et anticipée cette fois. Tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.